Bienvenue à tous sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Décès d'un grand champion et émotion dans tout le pays. Le cycliste Laurent Fignon est mort à l'âge de 50 ans. Les hommages sont unanimes. Le président de la République salue ce soir une légende du sport français. Et puis la page politique avec François Fillon qui tente de calmer le jeu au sein d'une majorité divisée lors de l'université d'été de l'UMP. Il appelle au rassemblement et fustige les états d'âme à droite. Le Premier ministre s'en prend au Parti socialiste dénonçant la pauvreté du programme du PS. Réponse ce soir du socialiste Christian Paul en charge du laboratoire d'idées au PS. Il est notre invité. Et puis c'est une lettre publiée par l'Express qui met à mal les déclarations du ministre du Travail datée de mars 2007. Ce courrier d'Éric Woerth à Nicolas Sarkozy semble prouver que le trésorier de l'UMP serait bien intervenu en faveur de l'octroi de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Aujourd'hui, Éric Woerth affirme ne pas avoir menti. C'est un discours solennel depuis le bureau ovale. Ce soir, le président Barack Obama devrait annoncer la fin des opérations de combat en Irak. Analyse tout à l'heure des conséquences de ce retrait avec Caroline Delage. Bonsoir à tous et on commence ce journal par le discours de François Fillon lors de la clôture de l'université d'été de l'UMP à Port-Marly. Le Premier ministre a appelé sa majorité à se dispenser de petites phrases et d'états d'âme alors que le nouveau virage sécuritaire engagé l'été par Nicolas Sarkozy ne cesse, vous l'avez vu, de faire polémique au sein d'une partie de la droite. Ambiance tendue donc, on voit tous les détails avec Thomas Raguet. Une journée aux Pyramides avec piscine et barbecue géant. Le campus UMP 2010 s'annonçait plutôt bien. C'est des journées qui s'annoncent ensoleillées ici ? Il y a du soleil, ça c'est vrai. Ça, il faut reconnaître ça, il y a du soleil. Donc l'ambiance est au beau fixe ? J'espère bien. Oui. C'était sans compter sur Jean-François Copé qui n'a pas trouvé le rendez-vous à la hauteur d'un parti comme l'UMP et s'en est ému dans la presse. Des critiques visant indirectement son rival Xavier Bertrand et chef de file de l'UMP. Vous pensez que Jean-François Copé est allé trop loin ? Écoutez, c'est aux militants de le dire. C'est aux militants de le dire. Cherchez pas la polémique parce que vous risquez de chercher longtemps. Pas avec moi en tout cas. Mais tout se passe bien avec Jean-François Copé. Écoutez, ouais, je vais même le retrouver là, je pense. Après une demi-heure de chassés-croisés savamment organisés, les deux ténors UMP ont fini par se rencontrer. Parce que je sens que vous avez envie d'une image. On a eu peur de ne pas l'avoir. Là voilà. Salut monsieur le secrétaire général. Tu as le t-shirt, monsieur. Mais oui. De quelle fédération ? On m'a offert le t-shirt de Paris. J'ai fait tout à l'heure la photo avec la Seine-et-Marne. J'aurais dit, je ne sais pas si on est encore mais jeune on n'a pour pas de eux. t-shirt. Mais... Une trentaine de secondes plus tard, chacun s'en va de son côté. Une rencontre symptomatique des tensions qui agitent la majorité et le gouvernement et auxquelles François Fillon a voulu mettre un terme. Les petites phrases, les états d'âme. La majorité a le devoir de s'en dispenser. Mais elle a aussi le devoir de répondre calmement et fermement à ceux qui n'ont qu'une seule obsession, tirer à vue sur le président de la République. Et d'encourager ses troupes à se focaliser sur le véritable rival, le Parti socialiste. L'invité politique du 22h, il est aux manettes de la boîte à idées du Parti socialiste. Christian Paul, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue avec nous ce soir. Vous avez entendu les critiques de François Fillon qui a dénoncé les attaques outrancières du PS à l'égard de Nicolas Sarkozy destinées, selon lui, à masquer la pauvreté de votre programme. Est-ce que l'antisarkozysme, c'est le ciment du Parti socialiste ? Écoutez, je crois que, d'abord, l'antisarkozysme ne se limite pas au Parti socialiste. 2 Français sur 3 aujourd'hui ne supportent plus la politique que conduit le président de la République. Mais en même temps, nous avons la conviction depuis longtemps qu'il ne suffira pas de fédérer l'antisarkozysme. Il faut également, bien évidemment, que 2012 se prépare avec des propositions, des idées, un projet et des valeurs. Et c'est ce que nous avons, je le crois très sincèrement, démontré à La Rochelle pendant 2 jours. Alors, François Fillon, cet après-midi, il avait 2 missions, visiblement. La première, c'était de recimenter ses troupes, qui sont quand même très divisées, y compris parce que cette surenchère estivale, cette politique spectacle appliquée à une question sérieuse qui est la sécurité, a déboussolé beaucoup de militants et de responsables, et même de membres du gouvernement. Et puis, il avait aussi pour mission de faire diversion, en caricaturant, c'est vrai, les positions des socialistes. Il a beaucoup parlé de sécurité. On vous a peu entendu sur ce thème à La Rochelle. Enfin, on a peu entendu les propositions. Elles vont venir. Martine Aubry a été très explicite sur ces questions à La Rochelle. Elle a d'ailleurs montré avec beaucoup de précision ce que font les élus socialistes dans les villes. C'est vrai que cet été, au cœur de l'été,
quand a été lancée cette opération commando de l'Élysée et de quelques membres de l'UMP, peu nombreux d'ailleurs au sein du gouvernement, parce que beaucoup d'autres sentaient certainement que c'était avant tout, encore une fois, une opération de diversion. Eh bien, nous avons donné un rendez-vous, ce sera au début du mois d'octobre, sur les questions de sécurité. Nous avons notre rythme. Vous l'avez mis en haut de votre priorité une fois que ça a été... Nous avons notre rythme, nous avons notre agenda, nous fixons les thèmes de l'agenda politique et nous ne subissons pas. Peut-être nous ne subissons plus l'agenda politique de Nicolas Sarkozy. Vous avez parlé des idées tout à l'heure. Le Premier ministre tout à l'heure a raillé le concept cher à Martine Aubry. Peut-être il vous est cher aussi. C'est le concept du CARE, c'est la société du bien-être. On va écouter sur ce point le Premier ministre. Madame Aubry pense avoir trouvé la martingale avec ce qu'elle nomme la société du CARE et qui n'est finalement rien d'autre qu'une société charitable. Et la vérité, c'est que qui peut être hostile à cet appel à la bonté et à l'altruisme? Mais c'est un peu court pour faire un programme de gouvernement. Et même François Hollande le lui a dit. Je veux le citer devant vous. Il a dit « Cela ne donne pas un sens à une nation, une priorité à l'Europe, un ordre au monde. Au mieux, c'est un apaisement conjoncturel. Au pire, écrit-il, c'est une illusion sympathique. » Je ne saurais mieux dire. Christian Paul, vous regrettez d'avoir lancé cette idée de société du CARE? On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Parlons-en justement, vous m'en donnez l'occasion. Plutôt François Fillon nous en donne l'occasion, même s'il fait un contresens total. En effet, ça n'a rien à voir avec la charité. C'est plutôt généralement d'ailleurs la droite en Europe qui est attirée vers la compassion. On le voit en ce moment avec Cameron en Grande-Bretagne. Les socialistes ne sont pas compassionnels par nature, mais en revanche, ils sont attentifs à ce que la société, qui est aujourd'hui une société du mépris, avec beaucoup de brutalité, beaucoup d'égoïsme, redevienne une société du respect. Concrètement, ça veut dire, je vais vous donner deux exemples. Nous avons, parce qu'il faut en tirer des conséquences pratiques, et François Hollande avait raison de dire d'ailleurs que ça n'est pas une formule magique pour résumer le programme socialiste. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles... C'est une pique, ça, de la part de François Hollande. Non, mais écoutez, il faut s'en expliquer. Je crois que ça permet d'éclairer nos valeurs. Et ça permet d'avoir aussi des débouchés concrets. Je prends un exemple. La personnalisation des services publics est aujourd'hui nécessaire. Qu'il s'agisse de la petite enfance, qu'il s'agisse du grand âge, qu'il s'agisse également de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'attention aux autres? Qu'est-ce que ça veut dire, la société du respect? Ça veut dire qu'on ne se contente pas de mettre en place des grands dispositifs nationaux. On ne se contente pas de promettre l'égalité au fronton des bâtiments républicains. On fait en sorte, par une approche beaucoup plus personnalisée, attentive à chacun, c'est ça le sens du mot CARE, mais moi j'aime bien le dire en français, c'est l'attention aux autres, c'est le soin mutuel. Et je crois que c'est ça la base du programme pour 2012, l'attention aux autres? Non, je crois que c'est une façon d'éclairer nos valeurs et sans doute de repenser un certain nombre de politiques publiques. Ça n'épuise pas le sujet, bien évidemment. Et le dire serait évidemment nous caricaturer, c'est ce que François Fillon a essayé, mais au moins il a permis en effet que je vous dise de façon un peu plus précise ce que nous entendons par société du CARE. On va passer aussi à l'actualité du jour. C'est une lettre saisie lors d'une récente perquisition et qui tend à prouver que l'actuel ministre du Travail, Éric Woerth, serait intervenu en mars 2007 auprès de Nicolas Sarkozy pour lui demander d'attribuer la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Patrice Demestre est le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. On écoute les explications d'Aurélien Romano et on en parle tout de suite après. Et j'ai effectivement remis physiquement, je ne m'en suis jamais caché, d'ailleurs c'était public, sa décoration à M. Demestre en 2008, à sa demande. Il a reçu une Légion d'honneur pour son parcours de chef d'entreprise. Avant l'été, Éric Woerth jurait ne pas être à l'origine de la Légion d'honneur remise à Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt. Une lettre citée aujourd'hui par l'Express affirme pourtant le contraire. La missive en date de mars 2007 est adressée à Nicolas Sarkozy et signée de la main d'Éric Woerth. Il y recommanderait l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Un nouveau document qui fragilise la ligne de défense du ministre du Travail, qui avait nié avoir favorisé Patrice Demestre, un donateur du premier cercle de la campagne présidentielle, mais surtout celui qui, quelques mois plus tard, allait embaucher Florence Woerth. Éric Woerth affirme ce soir par la voix de son avocat avoir donné un avis positif, mais dément avoir porté le dossier. Christian Paul, est-ce qu'il n'y a pas un acharnement aujourd'hui médiatique? Chaque jour est son lot de révélations. Je crois qu'il y a surtout un certain nombre d'informations qui arrivent progressivement. Vous savez, c'est un peu comme des dominos. Chaque information en appelle une autre. Il y a 3 mois maintenant, Éric Woerth ne connaissait pas M. Demestre. Progressivement, on a vu qu'il avait remis en effet une Légion d'honneur, que M. Demestre avait financé non seulement
M. Woerth dans son micro-parti, mais également l'UMP. Et maintenant, on voit progressivement qu'il a été à l'origine, avant même d'ailleurs l'élection de Nicolas Sarkozy, on était en pleine collecte de fonds. Il a été à l'origine de cette Légion d'honneur. Donc je crois que c'est gravissime. Et je le dis vraiment... par conviction républicaine. Il n'y a aucune haine, bien évidemment, à l'égard d'Éric Woerth. Nous avons à débattre avec lui. Nous avons, pendant 3 jours et 3 nuits, débattu des retraites au mois de juillet. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui assez pathétique, L'UMP au fond, dit que c'est l'homme de qui voir... connaît le mieux ce dossier. Est-ce que sur ce point, vous êtes d'accord ? Écoutez, je crois qu'il y a eu avant lui d'autres membres de l'UMP qui ont traité ce dossier, y compris Xavier Bertrand, mais je crois que c'est pas le sujet. Je pense qu'il faut bien comprendre que c'est un système qui est aujourd'hui progressivement découvert. Les masques tombent peu à peu. Vous parlez d'un système autour du ministre du Travail, pour vous? Je crois qu'il y a... écoutez, on l'a vu, la presse parle de système Woerth. Moi, je voudrais dire que pour moi, l'affaire Woerth-Bettencourt, c'est aussi une affaire Sarkozy. Parce que c'est le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy qui est concerné. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette protection incroyable depuis des mois. Pourquoi il y a eu cet été, en effet, une stratégie de bouc émissaire qui a tenté de manipuler complètement l'opinion publique. Vous êtes d'accord qu'il n'y a que des soupçons pour le moment? Je crois qu'il y a une aggravation progressive des informations. C'est pour ça que nous demandons sans relâche qu'il y ait un juge d'instruction indépendant qui soit saisi de cette affaire et qu'on puisse réellement en terminer. Vous savez, ça n'est pas bon pour la démocratie. C'est une situation qui marque en quelque sorte un dérèglement de notre République. Et donc nous avons besoin au Parlement d'avoir des ministres en état de marche. Ce gouvernement aujourd'hui est profondément défaillant. Il est divisé sur les questions de sécurité. Il est bien évidemment Vous n'êtes pas d'accord affaibli. aussi sur ce point-là, Christian Paul, sur la question de sécurité? Ce n'est pas l'unité non plus au Parti socialiste. Moi, j'aurais que l'idée qu'il y ait 2 lignes au Parti socialiste sur ces questions-là. Il n'y a pas les réalistes et les angistes. On peut avoir des points de vue différents. Par exemple, il y a débat aussi au sein du Parti socialiste. Il y a débat et c'est normal, mais il peut y avoir débat sans qu'il y ait fracture. Et aujourd'hui, on le sent bien. On a vu les déclarations d'Hervé Morin, on a vu les déclarations de plusieurs membres du gouvernement. Martin Hirsch qui a quitté le gouvernement encore, qui semble aujourd'hui profondément désemparé. Bernard Kouchner qui aurait dû partir, ou plutôt n'aurait jamais dû rejoindre ce gouvernement. Ça peut s'appeler le débat, comme au sein du Parti Oui, mais ça va socialiste. beaucoup plus loin, parce que là, c'est quand même, ce sont des responsables politiques qui sont aujourd'hui astreints à une solidarité gouvernementale, qui ne sont pas en état de l'assumer. Alors, puisque vous parlez de solidarité, on va parler de solidarité au sein du PS avec une autre information. Elle concerne le projet d'accord d'indemnisation de la mairie de Paris avant le procès des emplois supposés fictifs sur l'Arc Chirac. On va écouter sur ce point la réaction de Ségolène Royal. C'était ce matin. On est quand même dans un contexte particulier, on l'a évoqué tout à l'heure, on est dans un contexte de crise morale, et quand on voit l'UMP englué dans les affaires de corruption présumée, de trafic d'influence présumée, de trafic de Légion d'honneur, etc., aller faire un accord entre des dirigeants PS et des dirigeants de l'UMP, ça a quand même quelque chose de blessant. Vous êtes d'accord avec Ségolène Royal sur ce projet d'indemnisation? Je crois très important que Bertrand Delanoë puisse s'en expliquer devant le Conseil de Paris, puisqu'il doit y avoir un vote. Ça ne se fait pas en catimini. Il a apporté quelques explications. Est-ce que vous les avez jugées convaincantes? Moi, j'ai retenu avant tout 2 choses. Il faut que les Français le sachent. C'est que, d'abord, les poursuites ne sont pas arrêtées. Il y aura un procès, et sur le plan pénal, il faut en effet que la justice aille jusqu'au bout, et je crois d'ailleurs que Ségolène Royal... S'il n'y a plus de partie civile, le procès perd un petit peu de sa substance. Pas sur le plan pénal. Et puis par ailleurs, il est essentiel en effet que l'UMP et Jacques Chirac, qui ont bénéficié là aussi de ce système, remboursent. Alors ils remboursent effectivement les uns et les autres. Bon, très honnêtement, c'est une affaire qui est aujourd'hui, que je considère effectivement comme révélatrice d'un système qui n'est pas très différent d'ailleurs du système qu'on voit aujourd'hui autour d'Éric Woerth. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce projet d'indemnisation? Ce serait oui avec la mairie de Paris. Si elle est remboursée, vous estimez que le préjudice est réparé? Écoutez, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le préjudice financier pour les contribuables parisiens. Il faut qu'il y ait remboursement. Et il y a le champ pénal. Et de ce point de vue, je crois indispensable que le procès de Jacques Chirac aille jusqu'à son terme et que la justice fasse son travail. Merci Christian Paul d'avoir été l'invité du 22h. Merci à vous. Et puis cette information aussi qui nous parvient ce soir, c'est le PS qui a appelé ce soir les Français à participer massivement aux manifestations du 7 septembre. Vous y serez bien probablement pour défendre... À l'Assemblée et dans la rue pendant cette manifestation. Voilà, pour défendre une autre réforme des retraites. À noter que Martine Aubry défilera également à Paris. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est en images et c'est signé ce soir Marie Brémaud. Aujourd'hui, je suis triste qu'un grand monument du sport français s'en aille, mais il laissera en tous les cas une trace indélébile sur le cyclisme français.
L'hommage est unanime ce soir après la disparition de Laurent Fignon. Nicolas Sarkozy a salué un sportif de légende et exprimé sa profonde tristesse. Double vainqueur du Tour de France en 1983 et 84, Laurent Fignon avait annoncé souffrir d'un cancer l'année dernière. Jusqu'au bout, celui qui commentait encore le Tour de France cette année s'est battu contre la maladie. Après les mois suscités chez les catholiques par l'expulsion de Rome, le cardinal André XXIII a été reçu par le ministre de l'Intérieur en personne. Il arrive à certains moments que l'action politique touche à des domaines qui sont des domaines importants pour la vie humaine. Et il nous semble à ce moment-là qu'on a quelque chose à dire. Brice Hortefeux et le président de l'épiscopat à l'issue de la rencontre se sont efforcés à calmer le jeu, rappelant qu'entre eux le dialogue était constant et régulier. Les sénateurs centristes profitent de la rentrée pour faire entendre leurs divergences et exprimer leurs attentes, notamment sur la réforme des collectivités territoriales. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on ne respecte pas les engagements pris à notre égard. Si ceci n'était pas respecté, que le gouvernement ne vienne pas ensuite pleurer qu'il n'y ait plus de majorité. Je rappelle, la majorité a été à 2 voix. 2 voix, ça se perd très vite. Menace à peine voilée, les parlementaires centristes veulent peser sur les grands débats de cet automne, que ce soit sur le dossier des retraites ou celui de la sécurité. Quick continue de surfer sur la vague halal et ouvre demain 14 nouveaux restaurants vendant de la nourriture conforme au rite musulman. Soucieuse de contrer les critiques de discrimination, la chaîne de fast-food proposera également un hamburger traditionnel réchauffé sur place. Le vice-président américain Joe Biden à Bagdad pour clore la page de la présence américaine en Irak. Les troupes de combat rentrent officiellement aujourd'hui au pays plus de 7 ans après l'invasion qui avait entraîné la chute de l'ex-président Saddam Hussein. Toutefois, 50 000 soldats américains resteront en Irak pour entraîner les forces de sécurité irakiennes. Retour sur le plateau du 22h, nous sommes toujours en direct et on va parler à présent de l'actualité internationale avec notre journaliste Caroline Delage. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Spécialiste de ces questions internationales et on va parler ce soir du discours solennel de Barack Obama depuis le bureau ovale qui devrait avoir lieu dans quelques heures. Je crois que c'est 2h du matin, heure de Paris. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce discours, Caroline? En tout cas, tout sauf du triomphalisme. Vous savez, dans la tête des Américains résonne encore le fameux mission accomplished, mission accomplie, prononcé très prématurément par George Bush en 2003. Alors, 7 ans et demi plus tard, alors que s'achève seulement, enfin, la guerre en Irak, Barack Obama va se garder de toute phrase victorieuse. Il va simplement rendre hommage aux soldats engagés depuis 2003. 1 million de GIs ont été déployés, 4 400 y ont trouvé la mort. Et surtout, il va insister sur la promesse tenue. Vous savez que c'était l'un des plus fervents détracteurs de l'intervention américaine en Irak. Il avait fait du retour des Boys au pays l'une de ses principales promesses de campagne. Eh bien, il le fait, même si les républicains considèrent qu'en réalité, ils tentent de récolter les lauriers pour un calendrier qui avait été mis en place par l'administration Bush. Mais tout de même, la fin de la guerre en Irak, c'est l'une des rares satisfactions dont peut se prévaloir le président Obama. C'est l'un des leviers sur lesquels il peut jouer pour essayer de faire remonter sa cote de popularité à 2 mois des élections de mi-mandat, tout comme il y a le sommet qu'il a convoqué à Washington pour la reprise des pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens. Et Caroline, est-ce qu'on peut dire que ce discours, finalement, il a surtout une portée symbolique? Oui, absolument. D'ailleurs, il va être prononcé depuis le bureau ovale, qui, pour la petite anecdote, a été entièrement redécoré cet été, tout comme ce plateau. Oui. C'est la 2e fois seulement qu'il choisit ce cadre pour s'adresser à la nation depuis qu'il est à la Maison-Blanche, et ça donne à ce qu'il dit un caractère très solennel. L'objectif, c'est d'imposer une image de leadership, de commandant en chef, parce que vous savez qu'en fait, depuis la campagne présidentielle, Barack Obama doit affronter très régulièrement des critiques récurrentes sur sa légitimité, sur sa capacité à être président des États-Unis. D'ailleurs, toujours un quart de ses compatriotes pensent encore qu'il n'est même pas né sur le sol américain. Il l'en plaisantait encore il y a 2 jours en disant qu'il allait devoir se faire coller sur le front un extrait d'acte de naissance. Toujours est-il que le doute subsiste dans l'esprit de la population américaine et les républicains, évidemment, jouent là-dessus. En profitent en disant qu'il n'a ni le droit ni les capacités pour diriger les États-Unis. D'ailleurs, je voudrais pour terminer vous montrer un petit spot de campagne parce que ça y est, ça a commencé la campagne des midterms
terme des élections. C'est le 2 novembre, c'est dans 2 mois. En fait, c'est une vidéo qui ressuscite un clip mis en place par la campagne d'Hillary Clinton pendant les primaires démocrates et qui posait tout simplement la question: qui aimeriez-vous voir répondre au téléphone de la Maison-Blanche à 3 heures du matin pour sauver les États-Unis en cas de crise grave? Sous-entendu, bien sûr, quelqu'un d'expérimenté, de compétent comme Hillary Clinton et pas Barack Obama qui est un nouveau venu que personne ne connaît. Donc voici ce que ça donne, version républicaine. On regarde ensemble. Voilà pour ce spot. Merci beaucoup Caroline et à bientôt pour l'analyse de l'actualité internationale. Tout de suite, la suite du journal est du 22h. Nous allons parler de la polémique autour de l'expulsion des Roms qui ne faiblit pas aujourd'hui. Le ministre de l'Immigration Éric Besson et le secrétaire d'État aux Affaires européennes Pierre Lellouche se sont rendus à Bruxelles pour défendre leur politique d'expulsion après les critiques de l'Europe, des expulsions qui pourront être, selon le ministre de l'Immigration, élargies dans les cas de mendicité agressive. Alors, est-ce juridiquement possible ? Que signifie en droit la mendicité agressive? Nous voyons tout cela avec nos invités ce soir. Un premier invité, le deuxième nous rejoindra dans un instant. Serge Slama est avec nous. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'université Évry-Val d'Essonne. Donc on vient de parler de ces motifs d'expulsion élargis à la mendicité agressive. D'abord, est-ce que c'est juridiquement possible? C'est juridiquement possible, mais ça sert à pas grand-chose puisque la mendicité agressive est déjà un délit en droit français. Et par ailleurs, le droit communautaire prévoit qu'il ne peut pas y avoir de cas général d'éloignement des ressortissants communautaires. Il faut au cas par cas examiner s'il y a un trouble à l'ordre public. Ce n'est pas une infraction pénale qui permet de prévoir le trouble à l'ordre public. Il y a une directive communautaire de 2004 qui prévoit très clairement que c'est individuellement, il faut un trouble imminent, caractérisé. Et c'est le trouble à l'ordre public qui permet, dans les 3 premiers mois du séjour du citoyen communautaire, de prendre un arrêté de reconduite à la frontière. Donc cette loi ne sert strictement à rien et est probablement contraire par ses généralités au droit de l'Union européenne. Alors on va voir en détail parce que la mendicité agressive, elle est déjà en fait prévue par la loi, elle est déjà punie par la loi. Oui, depuis quelques années, la mendicité agressive est un délit pénal, mais comme je vous l'ai expliqué, le délit pénal ne suffit pas à prononcer une reconduite à la frontière sur le fondement à l'égard de communautaires. Donc en soi, ça ne sert à rien de l'inscrire, ça serait contraire au droit communautaire. Il faut au cas par cas examiner si telle ou telle personne trouble l'ordre public ou non, sachant que la jurisprudence de la Cour de Luxembourg est très restrictive en la matière. Le tribunal administratif de Lille l'a rappelé ces derniers jours en prenant 11 jugements annulant des reconduites à la frontière. Et Serge Slama, quels sont aujourd'hui les motifs d'expulsion? Juridiquement, quels sont les motifs d'expulsion principaux sur lesquels on peut justement reconduire à la frontière les Roms ou autres? On parle de citoyens de l'Union européenne, donc ça peut concerner un Italien, un Roumain, enfin tout citoyen de l'Union européenne. Dans les 3 premiers mois, il est possible de prendre des reconduites à la frontière pour 2 motifs. Le trouble à l'ordre public, mais qui doit être caractérisé. Et le deuxième motif, c'est ne pas respecter la législation sur le travail, sachant que les Roumains et les Bulgares n'ont pas accès au marché du travail, à l'exception de 150 métiers. Donc ça, c'est les 2 motifs dans les 3 premiers mois. Au-delà de 3 mois, il faut justifier d'un droit au séjour. Et le droit au séjour, grosso modo, il faut avoir un travail, une activité, être étudiant. Des ressources. Et c'est s'il y a une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale, il est possible de prendre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Et il y a 1 mois pour exécuter cette obligation. On l'a contestée devant le tribunal administratif. Mais est-ce qu'on n'est pas là face à un vide juridique pour ces citoyens européens? Il n'y a aucun vide juridique. Déjà en droit, ça n'existe pas, le vide juridique. La jurisprudence est ancienne en la matière. C'est le traité de Rome, le traité sur l'Union européenne. Il y a une directive communautaire. Il y a une jurisprudence qui établit la France dans un arrêt Rutillion en 1975. C'était déjà prévu l'expulsion pour motif d'ordre public de ressortissants communautaires. Donc c'est très ancien, c'est très bien établi, la jurisprudence est très précise. Les tribunaux administratifs, lorsqu'ils sont saisis, ils ne le sont pas assez souvent, annulent la plupart du temps ces reconduites à frontière. L'avocat des Roms de Villeneuve-d'Ascq disait qu'à peu près la moitié des reconduites à frontière sont illégales parce que pris pour un motif d'ordre public. On a écouté ces derniers jours le ministre de l'Immigration, Éric Besson, on a entendu aussi le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, il a dit que ces expulsions de Roms, évidemment, elles se passent aussi dans d'autres pays européens.
pas dans la même ampleur que la France. La France, depuis qu'ils soient citoyens de l'Union européenne, expulsé entre 8 et 9 000 Roumains par an. On en expulse 9 à 10 000 depuis 2-3 ans. Donc c'est tout de même un renvoi assez massif et qui ne sert strictement à rien, puisque la plupart du temps, c'est un système de reconduite à frontière d'OQTF ou d'aide au retour, obligation de quitter le territoire français. Ou d'aide au retour humanitaire. Et comme ils bénéficient de la liberté de circulation, le lendemain, ils peuvent prendre un bus en toute légalité et revenir en France. Donc c'est un système qui ne sert strictement à rien, sauf à remplir les statistiques d'éloignement. Et évidemment, on ne peut pas les empêcher, puisque ce sont des citoyens européens, de revenir. De l'Union européenne, comme n'importe quel citoyen de l'Union européenne, ils ont droit à la liberté de circulation au sein de l'espace européen. Et heureusement, c'est comme ça que le droit communautaire s'est construit. Mais vous dites que les expulsions sont moins importantes dans les pays européens, mais est-ce qu'on peut s'étonner quand même des critiques des autres pays de l'Union européenne par rapport à la France, qui font la même politique, même si elle est en nombre moins important? La France est le pays qui renvoie le plus, depuis le plus longtemps, de Roms, Roumains ou Bulgares. C'est une politique assez importante. On voit qu'elle prend de l'ampleur en quelques mois. Dans les derniers mois, à peu près 1000 Roms ont été renvoyés. On ne respecte pas le droit. On a inventé un système d'aide au retour humanitaire. On a inventé un fichier qui s'appelle Oscar, qui va pouvoir faire un fichage biométrique de ces personnes. On va ficher de façon biométrique les enfants et les adultes roms, roumains. C'est quelque chose qui n'est pas très, très bon pour construire l'Union européenne. Mais est-ce qu'en la matière, il y a vraiment une différence entre la gauche et la droite? Parce que les chiffres que vous nous donnez, je suppose qu'ils datent, on expulse en grand nombre depuis pas mal de temps. Des citoyens de l'Union européenne, la gauche n'expulsait pas de citoyens de l'Union européenne. Il y avait des reconduites à la frontière de sans-papiers, mais c'est notre thématique. La thématique est nouvelle, elle date du fait que les Roumains et les Bulgares ont intégré l'Union européenne, et c'est depuis 2007 que cette question se pose et qu'on a développé des techniques qui sont d'ailleurs pas essentiellement la reconduite à la frontière et l'obligation de quitter le territoire français, c'est 20% des mesures, c'est essentiellement ce système d'aide au retour humanitaire avec ce fichier biométrique qui a été contesté par les associations d'ailleurs devant le Conseil d'État. Et on espère que le Conseil d'État se prononcera bientôt sur la légalité de ce fichier. Alors évidemment, on ne va pas lier délinquance à la présence de ces Roms, ce n'est pas du tout ce qu'on dit ce soir. Mais comment, dans ce cas-là, quand il y a infraction, punir la criminalité de ces Roms? Est-ce qu'ils doivent être emprisonnés en France? En appliquant le droit commun, c'est-à-dire le droit commun prévoit que s'il y a une infraction, il y a un ensemble de procédures, la personne peut être condamnée. On ne va pas inventer une nouvelle forme de double peine qui permet non seulement de les condamner à la prison, mais ensuite de les renvoyer dans un pays. De toute façon, ça ne servira à rien puisqu'il n'y a pas d'interdiction du territoire au sein de l'Union européenne. Donc ils auraient le droit, le lendemain de leur expulsion, de revenir sur le territoire français. Donc tout ça n'a aucun sens, ni juridique ni politique. C'est des mesures d'affichage. On s'occupe du problème, on l'inscrit dans la loi, exactement comme dans les déchéances de nationalité. Ça ne sert à rien, ça ne rime à rien. C'est probablement contraire à la Constitution française ou au droit de l'Union européenne, mais on le fait tout de même. Vous dites juste que ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur les retours? Vous dites que ces gens qui sont reconduits à la frontière reviennent. Est-ce qu'on a des chiffres sur ces retours? Non, on n'a pas de chiffres précis. On en aura paradoxalement une fois qu'Oscar sera mis en œuvre, puisque Oscar permettra de savoir pour les personnes qui ont bénéficié d'une aide au retour humanitaire s'ils n'ont déjà bénéficié. Et d'ailleurs, ils ne pourront pas faire l'objet 2 fois de l'aide au retour humanitaire. Donc je pense que le nombre d'éloignements baissera de cette façon-là. Merci beaucoup Serge Slama pour cette analyse juridique. C'est la fin de cette édition, mais je vous en rappelle le principal titre, c'est le décès d'un grand champion et l'émotion dans tout le pays. Le cycliste Laurent Fignon est mort à l'âge de 50 ans. Les hommages sont unanimes. Le président de la République salue ce soir une légende du sport français. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, c'est votre programme Déshabillons-les. Hélène Risser qui va parler de Marine Le Pen. Belle soirée à vous. C'était un espion russe, nom de code Farwell, qui travaillait pour le KGB. Virement de bord, au début des années 80, il livre à l'Occident des milliers de documents stratégiques et le nom de principaux agents soviétiques opérant à l'Ouest. La qualité des informations fournies par Farwell les a bien avertis des déficiences de la machine militaire et de l'économie soviétique. Il a contribué à mettre fin à la guerre froide. Le film retrace la trajectoire de cette taupe hors du commun qui a trahi le KGB avant d'être exécuté. L'affaire Farwell, au cœur de la guerre froide. Le dernier épisode, samedi à 15h sur Public Sénat.
Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. C'était en 1993 et depuis, ce caractère, paraît-il, bien forgé, a construit sa carrière dans le sillage de son père. Alors comment Marine, de son prénom, se démarque-t-elle tout en respectant la marque Le Pen? Quel est son style? Et ce style lui permettra-t-il effectivement de succéder à son père? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, celle que beaucoup voient déjà à la tête du Front National, avec nous 4 invités. Christophe Forcari, journaliste à Libération et spécialiste du Front National. Erwan Lecoeur, sociologue et spécialiste aussi du Front National. Mariette Darigrand, sémiologue du cabinet des faits et des signes pour analyser ce style Le Pen au féminin. Et Serge Effez, psychanalyste, spécialiste des questions familiales pour décrypter les relations entre Marine Le Pen et son père. Des relations pas si simples, car si Marine Le Pen se veut fidèle à son père, elle cherche aussi à s'en démarquer. On regarde. Nous avons nos personnalités, nous avons nos caractères, nous avons nos passés. Évidemment, je n'ai pas le même parcours que Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas le même âge que lui. Nous avons des parcours, une histoire qui est différente. Nous avons sûrement aussi des caractères qui sont différents. Donc je crois qu'on fait de la politique, en tout cas, je l'espère. Sûrement, beaucoup ne le font pas, mais moi, en tout cas, je fais de la politique avec mon cœur. Est-ce que vous avez dit à votre père qu'il avait fait des erreurs, pas simplement de communication, mais des erreurs de fond, en apostrophant des Français sur des sujets qui sont grandement tabous ou grandement sensibles, hein. Mais au-delà du sensible. Mais Monsieur Durand, en général, vous êtes assez libre. Ce que nous pouvons nous dire avec mon père reste entre nous, bien entendu. Vous êtes responsable politique. Non, mais d'accord. C'est pas la domaine de la vie. Est-ce qu'il a eu tort le détail de... Est-ce qu'il y a une prescription? Non, parce que moi je me pose la question, parce que les plus grands criminels, ils ont une prescription. Pas dit que votre père en général, au bout de 30 ans, on dit bon, voilà, allez. Mais avec Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas de prescription. Pas du tout ça. Alors je suis en train de prévenir mes enfants en leur disant, écoutez les filles et Louis, Jeanne et Mathilde, voilà ce qu'on va vous poser comme question pendant encore les 40 prochaines années. Donc préparez-vous à y répondre, parce que moi ça fait déjà 25 ans que j'y réponds. Donc je pense que sur 8 générations, comme ça, on va nous interroger sur ce qu'a dit Le Pen il y a 25 ans. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'énerve, elle n'aime pas qu'on lui pose cette question, et puis elle a aussi cette formulation, Serge Effez, quand elle dit « les plus grands criminels ont une prescription », alors c'est quand même une formulation assez ambiguë. Ah, pour le moins, oui. Alors